Ok, je pense on peut commencer maintenant et que t'as- qu'on respecte le temps de la séance. Parce qu'avant, j'aimerais déjà dire bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que vous êtes tous en sécurité, surtout après les perturbations qu'on a vécues aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous qui ont assisté à la séance d'hier que je suis en train de voir parmi nous aujourd'hui et ça me rend heureuse. Et aujourd'hui, on est à notre deuxième séance de notre série. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur l'alimentation, les émotions et le besoin de contrôle en période de stress. Donc, juste, j'aimerais rappeler aux personnes qui n'étaient pas avec nous hier, comme vous le savez, on est en train de traverser par des périodes un peu euh, instables et un peu difficiles. Et c'est dans... Donc, nous avons observé qu'il y a beaucoup d'étudiants que peut-être ils ont besoin d'un support psychologique ou ils ont besoin d'en parler. Et donc, c'est pour cela que Mental, qui est un programme qui veille sur le bien-être des étudiants, qui fait partie du service de la vie étudiante, a décidé d'organiser ces 4 séances en collaboration avec le service psychiatrique de l'Hôtel Dieu de France, que nous remercions beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté cette collaboration et d'avoir organisé aussi ces séances et pour votre temps. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Dr Rami Boukhalil, qui est aussi professeur et psychiatre et le chef du service psychiatrique de Hôtel Dieu de France. Et je vous laisse la parole maintenant. Merci beaucoup, merci pour l'organisation. Déjà, merci pour l'initiative parce que je sais combien c'est important pour les étudiants en ces moments difficiles. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'étudiants durant ces quelques dernières semaines qui étaient un peu mal à l'aise avec la situation actuelle et qui se demandaient pourquoi on fait comme si tout continue normalement, alors qu'il faut vraiment se poser, analyser la situation, réfléchir à euh, tout ce qui se passe autour de nous, notamment aux choses les plus basiques, les plus essentielles, notre santé mentale. Et donc, c'est vraiment une initiative très importante de votre part et je suis vraiment ravi de donner un petit topo sur l'alimentation parce que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. J'ai quelques diapos à partager. Voilà. Ça m'intéresse en fait en tant que euh, thème de santé mentale très important et qui n'est pas vraiment très bien abordé dans la littérature médicale et dans la littérature en psychologie en général. Donc j'aimerais un peu définir qu'est-ce qui se passe dans ces moments de stress, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions et je donnerai, ça c'est quelque chose d'assez précieux, quelques techniques pour savoir gérer ses émotions et se protéger contre une alimentation excessive. Le message clé avec lequel je commence et avec lequel je vais terminer, c'est que le plus important durant cette période, c'est de protéger un rythme d'alimentation sain, un rythme régulier, clair, bien défini et sain, et ne pas vraiment tomber dans le cycle stress-restriction dont je parlais tout à l'heure. Nous avons fait une étude il y a 2 ans de là sur l'impact de la crise économique et du Covid sur l'alimentation. Et nous avons remarqué que plus on était exposé à des situations en rapport avec la crise économique, la Covid et le stress de ces deux événements qui nous ont affectés,
plus on va avoir des difficultés au niveau de l'alimentation, plus on va avoir une alimentation qui va être anarchique, pathologique. Et euh, on peut extrapoler et s'attendre à ce que durant cette période difficile de guerre, de déplacement, d'incertitude, il va y avoir certainement une grande majorité de gens qui vont avoir une alimentation perturbée. Quand je parle de déplacement, je parle d'environ 1 million de personnes qui ne vivent plus dans les mêmes conditions dans lesquelles ces personnes-là vivaient il y a un mois. Et donc, ils vont avoir des repas sautés, ils vont avoir recours à l'alimentation pour diminuer un peu leurs émotions négatives, leurs craintes. Et puis, tout ça, ça va se répercuter sur leur corps, leur image du corps, leurs sentiments par rapport à leur image de soi. Euh, donc, le message clé, c'est que si jamais la guerre affecte notre alimentation, ça le fait à travers trois voies. Il y a trois portes. Premièrement, au niveau du corps et de ses besoins, parce que notre corps, durant la guerre, va se fatiguer et va manquer en sommeil beaucoup plus que en dehors des périodes de guerre. On va moins dormir, on va plus utiliser nos ressources et il va y avoir des gens qui vont passer de grands intervalles sans manger parce qu'on a tendance à oublier nos besoins vitaux. L'appétit est coupé et puis c'est le soir là où tout reprend. Parce que le soir, il y a le vide, le soir, il y a les nouvelles, le soir, il y a une récapitulation de tout le stress de la journée. Et c'est là où on va avoir besoin de sucre tout de suite. Et cette envie de sucre va se répercuter par une perte de contrôle devant le sucre et une crise d'hyperphagie. Deuxièmement, il y a la peur des émotions, parce qu'il y a pas seulement la crainte, la peur, mais aussi il y a la colère, il y a la solitude, il y a le dégoût, il y a plein d'émotions qui se perturbent durant cette période. Il y a aussi la honte après avoir mangé et une tendance à culpabiliser. Et suite à cette culpabilité, on a tendance aussi à se punir parce qu'on se sent vraiment mauvais. Et puis, il y a des stimuli au niveau de l'environnement, parce que dans l'environnement, on vit beaucoup plus à proximité de la cuisine, à proximité des aliments. Notre style de vie change, ça devient un peu plus chaotique. On passe notre temps assis, on passe notre temps devant les écrans, on passe notre temps en train d'avoir des hormones de stress qui nous obligent à euh, trouver une solution à cet état-là. Et on passe notre temps avec un peu de un shifting, un transfert de notre alimentation vers les aliments calorifiques, parce que c'est là où on va trouver notre confort. euh, Si on va manger des aliments sains, et ça vous savez mieux que moi, si on mange des aliments sains, on ne va pas réduire le stress, on ne va pas se calmer, on ne va pas se sentir rassasié. Donc, le cycle à connaître, c'est premièrement, on commence par une restriction. Là, actuellement, on a tous tendance à ne pas manger durant la journée. On a un rythme de vie rapide, d'autant plus que c'est devenu très à la mode le fait de faire du fasting. Dans les moments là où on n'est pas vraiment à l'aise avec notre style de vie parce qu'on se réveille tard, parce qu'on quitte la maison un peu à la hâte, on a tendance à ne pas avoir nos précautions, notre provision de où est-ce qu'on va prendre le déjeuner. Donc tout ça fait qu'on va passer toute une journée avec une restriction alimentaire, un grand trou dans notre alimentation, et puis le soir, fatigue, craving de la nourriture,
besoin en sucre parce qu'on est stressé, on a besoin de plaisir à travers ces aliments hyper calorifiques et sucrés, ça va se répercuter soit par un binge, c'est-à-dire met de grandes quantités de nourriture et on les mange d'une façon assez rapide, ou bien par un grignotage. Et le grignotage, ce n'est pas rapide. Les quantités sont quand même considérables. C'est des quantités substantielles de nourriture, mais là où il n'y a pas vraiment une rapidité, c'est la vélocité qui diffère entre binge et grignotage. Et puis, on va rentrer dans la culpabilité, la promesse de faire mieux le lendemain, la punition le lendemain avec de nouveau une restriction, un grand trou et un jugement moral qu'on est quelqu'un qui ne sait pas gérer son alimentation, alors que ce n'est pas vraiment nous, c'est l'environnement, c'est la situation, ce sont les émotions. Donc, il faut très bien comprendre ces trois E, les émotions, et ça consiste surtout en des émotions très négatives, stress, c'est-à-dire contrainte, le fait d'avoir à faire beaucoup de choses et à gérer beaucoup de choses en si peu de temps, l'anxiété, la peur du lendemain, la peur de l'échec aux examens, la peur de ne pas pouvoir, par exemple, continuer à bien étudier, la peur sur sa maison, sur sa famille, etc., la solitude, la colère, la honte, l'ennui, la surcharge. Et puis, il y a l'environnement, là où il y a des écrans partout autour de nous qui nous transmettent des informations. Il y a des stimuli du soir, l'accès facile à la bouffe, l'absence de structure parce qu'il n'y a pas vraiment cette régularité dans les repas. Et puis, il y a aussi les erreurs de lecture du corps, parce que à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous affecte, un manque de sommeil, les hormones de stress, un grand trou alimentaire, tout ça, ça va être considéré comme une faim et on va répondre à cette faim par de l'alimentation. Alors, ça, c'est mon exposé sur qu'est-ce qui nous arrive durant cette période de stress, mais il n'y a pas que ça, il y a des solutions. Il y a vraiment des techniques très simples. En 10 minutes, en moins que 10 minutes, je vais vous donner quelques techniques. Premièrement, une technique très simple, c'est raccourcir le grand trou et remettre du rythme avant d'exiger du contrôle. La solution la plus importante aux hyperphagies, au grignotage, c'est la régularité dans l'alimentation. Et quand je dis régularité, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 vrais repas par jour avec des collations. En général, une collation, ça suffit. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut manger 3 repas plus un snack. Une collation, s'il y a un grand trou durant la journée, ou bien le soir, après avoir pris le repas, on peut avoir un petit snack avec de l'eau en première boisson et peu de café, parce qu'il y a des gens qui consomment du café pour couper leur faim. Le but n'étant pas de manger parfaitement comme si on était en train de suivre des textes de la Bible. Le but, c'est d'éviter que le cerveau arrive au mode d'urgence après avoir été trop fatigué et trop affecté par la faim. Et le but, c'est de donner chaque 3 à 4 heures à ce cerveau le sucre dont il a besoin pour ne pas vraiment, pour rester en contrôle et ne pas perdre le contrôle devant la vue de la nourriture le soir. Deuxièmement, il y a la technique de la boussole. C'est pas vraiment très sorcier. C'est juste en 15 secondes se poser des questions. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mon corps? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai sommeil, etc. Quelles sont les émotions qui m'affectent? Est-ce que c'est de l'anxiété, c'est de la tristesse, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, et ça c'est une question clé, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement qui me pousse à chaque fois à manger?
Il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils sont devant leur écran télévisé, ils ont ce réflexe-là d'avoir du chips, des biscuits, des gâteaux, etc. Et s'ils n'arrivent pas vraiment à réaliser que c'est ce fauteuil-là devant cet écran télévisé qui nous transmet ces messages négatifs et stressants, ils vont toujours répéter les mêmes actes, en fait, et on appelle ça l'automatisme. Alors, la solution, elle est simple. Il faut juste repérer ces moments-là, ces triggers, ces stimuli, et il faut essayer quand même de faire une pause. Et ce n'est pas vraiment cette pause de 60 secondes, c'est pas vraiment une solution miraculeuse. Mais tout ce que ça va faire, c'est premièrement repérer le fait que c'est un besoin, un grand besoin émotionnel. Deuxièmement, avoir la capacité de prendre un peu de maîtrise, de contrôle sur la situation en nommant, en cotant, en évaluant l'intensité, en exerçant de la respiration, une sorte de relaxation, et puis si jamais on a toujours faim et envie de manger, on peut manger, mais cette fois-ci, c'est après la pause, après la boussole, après avoir un peu défini de quoi il s'agit, parce que comme ça, quand on va manger, on va pas manger avec une perte de contrôle, on va manger avec contrôle et structure. Et c'est ça aussi l'important quand on parle de feed the need, la quatrième technique, c'est en fait la technique de donner à notre corps ce dont il a besoin, parce que parfois il n'a pas besoin de nourriture, il a besoin de repos, hein. Il a besoin d'un bain chaud, par exemple, il a besoin de se connecter, de parler avec quelqu'un, il a besoin de prendre une tisane. On n'a pas tout le temps besoin de manger. Et si il s'avère qu'on a besoin cette fois de la nourriture, il faut qu'il y ait une structure. Il faut que ça soit, par exemple, une collation. Il faut que ça soit peut-être l'heure du repas le plus important de la journée. À savoir que la nourriture donne du plaisir. Et c'est pas faux de se procurer du plaisir à travers la nourriture dans cette stratégie de gestion des émotions, il faut pas vraiment se priver de la nourriture euh, dans une attitude punitive. Il faut se permettre de prendre des aliments, de les manger dans le but de se réconforter, mais il faut pas que ce soit le seul moyen pour réguler les émotions. Il faut pas vraiment retrouver une certaine satisfaction et un plaisir ou rétablir un certain ordre à travers la nourriture seule. Il faut que la nourriture soit le deuxième, le troisième ou le quatrième recours. Il faut vraiment avoir des stratégies, d'autres stratégies, comme par exemple faire une marche, une balade, faire un peu de sport. Et ce qu'il faut éviter, c'est sauter le repas suivant, parce qu'on a toujours tendance, le réflexe, c'est j'ai mangé, donc demain je ne mange rien. Ça, c'est très mauvais parce que le lendemain va se transformer en une punition. Il faut euh, continuer à manger les repas, les cycles de repas plus une collation d'une façon très normale et très naturelle, parce que toute cette restriction après un binge recrée rapidement l'urgence biologique et la honte et la culpabilité qui va perpétuer un peu le cycle. Alors, quand on parle d'un repas durant la guerre, il n'y a pas vraiment seulement l'excès alimentaire, il y a les gens qui vont avoir des carences alimentaires parce que durant la guerre, on manque en beaucoup de nutriments, on a des difficultés. Par exemple, là, je commence vraiment autour de moi à entendre des gens qui se plaignent du fait qu'ils ne peuvent plus se procurer de certains aliments très basiques. Donc, si jamais il faut prendre une idée concernant un repas normal, il faut que ça soit
fait par une collation de protéines, des œufs, du yaourt, des lentilles, du pois chiche, du thon, des poissons, n'importe quel genre de protéines, source de protéines. Deuxièmement, un végétal, tomate, concombre, fruits, carottes ou une base, et c'est la base qui donne de l'énergie, c'est-à-dire soit du pain, soit des pommes de terre, du riz, c'est-à-dire des féculents. Et sans cette combinaison et cette diversification de la nourriture, il va y avoir avec le temps une carence, à savoir actuellement qu'on commence aujourd'hui, je viens de savoir qu'il y a des régions qui vont commencer à avoir des coupures d'électricité à cause de l'augmentation du prix de l'essence. On va à ce moment-là certainement commencer à avoir une rupture de la chaîne du froid. Et quand on a cette rupture, on va avoir une mauvaise hygiène au niveau de la chaîne alimentaire. L'eau va commencer à devenir euh, un peu suspecte quand on va la consommer. Il faut vraiment veiller à conserver la chaîne de froid et à veiller à avoir une hygiène très importante pour une alimentation saine. Quand est-ce qu'il faut consulter? Il faut consulter quand il y a au début des signaux alimentaires, c'est-à-dire quand on commence à sauter des repas ou on se sent obligé à sauter des repas presque tous les jours, quand il y a ce cycle restriction et craquage, binge et puis restriction, quand il y a une perte de contrôle sur les décisions qu'on prend au niveau de notre alimentation et quand on commence à faire ce qu'on appelle les conduites de purge, c'est-à-dire purger de notre corps ce qu'on a mangé par des vomissements, l'utilisation des laxatifs ou la compensation par des restrictions prolongées avec exercice physique intense. Les signaux physiques, c'est la perte ou la prise de poids rapide, mais il ne faut pas penser que c'est le poids qui est le seul indicateur d'un problème au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup d'autres paramètres au niveau des pensées, des comportements, mais aussi au niveau des paramètres vitaux, comme par exemple le fait d'avoir un malaise, des syncopes, des palpitations, des signes de déshydratation, une fatigue, un retard des règles. Et puis, il y a les signaux psychiques, la honte après avoir mangé, la culpabilité, l'obsession par le poids et les calories, l'insomnie, l'anxiété, l'humeur dépressive, les idées suicidaires, le retrait social. Tout ça, ce sont des indications de commencer à faire quelque chose au niveau de la prise en charge des perturbations au niveau de l'alimentation. Pour conclure, en période de guerre, l'objectif n'est pas vraiment de manger parfaitement. Il y a personne qui mange parfaitement, en fait, et c'est un message qui doit rassurer les gens. C'est pas faux d'avoir des écarts, dans les habitudes alimentaires, mais il faut rester suffisamment régulier pour protéger le corps et la santé mentale. Ce qu'il faut protéger, c'est un rythme alimentaire minimal. Il faut bien s'hydrater, il faut manger d'une façon sécurisante en diversifiant les sources de calories qu'on est en train d'avoir. Et il faut régler son sommeil et avoir une stabilité dans son style de vie, une vraie routine. Ce qu'il faut éviter, c'est la restriction, le cycle restriction et puis hyperphagie, puis honte, puis restriction et la culpabilité après avoir passé à une crise d'hyperphagie. Et finalement, ce qui est aussi très important, c'est reconnaître ces quelques techniques là où on arrive à prendre le contrôle et à se déculpabiliser si jamais nous sommes victimes d'écarts dans nos habitudes alimentaires. Donc voilà, ça c'est mon livre sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Et merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir mis en valeur des aspects assez importants parce que l'alimentation reste un sujet problématique dans notre société, que ce soit en temps de crise ou même en temps normal. Et aussi, je pense que chacun ressent une très grande pression de la part de la société quand ça vient à ça, parce que on est toujours critiqué si on mange beaucoup ou si on mange peu. Et donc, il y a aussi cette pression constante qu'on ressent et chacun a tendance à développer des comportements extrêmes. Soit on mange beaucoup, soit on mange pas du tout, soit on se punit, soit we are so hard on ourselves. Et donc, on sait tous aussi que des fois, derrière un comportement alimentaire qui sort un peu de la normale, se cachent de grandes émotions lourdes. Donc, aussi, merci beaucoup d'avoir mis tous ces aspects en valeur. Comme ça aussi, ça nous rassure à nous parce que des fois, we feel guilt et on se sent mal après avoir mangé beaucoup ou si jamais notre routine a changé. Donc, je vous remercie pour tous les conseils que aussi vous avez donnés. Nous avons quelques questions dans le chat et aussi j'encourage tous les participants, si jamais vous avez une question précise, c'est le moment. Et vous pouvez vous exprimer par la langue que vous voulez, anglais, français ou arabe. Donc déjà, certains sont en train de demander si jamais on peut avoir accès au PowerPoint, si ça ne vous dérange pas. Certainement. Et OK. Merci, si Bouche. Sinon, il y a aussi une personne qui est en train de dire qu'elle souffre d'une migraine environ 4 fois par semaine, surtout maintenant pendant cette période. Et elle n'a pas beaucoup d'appétit et elle essaye de boire autant que possible de l'eau et des fois elle ajoute du citron et un peu de sucre pour avoir un peu d'énergie. Mais quel type d'alimentation vous pouvez lui recommander pour pouvoir diminuer cette migraine? Alors, la première chose, c'est qu'il faut être sûr que c'est une migraine. Euh, Parce que durant les périodes de stress, ce qui augmente, c'est ce qu'on appelle les céphalées de tension. C'est une sorte de céphalée qui ressemble à une migraine ordinaire, mais qui est en rapport aussi avec le stress. Et deuxièmement, parce qu'il y a aussi un manque d'appétit, il faut se poser la question, est-ce que cette céphalée ne rentre pas dans le cadre d'une dépression? Parce que il y a beaucoup de facteurs de stress qui peuvent actuellement rendre les gens déprimés. Et durant la dépression, ça va diminuer notre seuil de tolérance et on va ressentir nos sensations physiques qu'on pouvait supporter auparavant, on va les amplifier, les ressentir d'une façon beaucoup plus importante. Troisièmement, quels sont les aliments qu'il faut que je conseille? Bon, ça, il faut le poser à quelqu'un qui est spécialisé en nutrition. Mais de toute façon, ce que je sais, c'est qu'il y a des aliments qu'il faut éviter. Il faut éviter l'alcool, certainement. Il faut éviter les aliments hypercalorifiques, notamment tout ce qui est trop sucré et tout ce qui est gras, parce que des repas très copieux peuvent affecter d'une part le métabolisme et tout ce qui impacterait le cerveau et les sensations à ce niveau, mais aussi le sommeil et comment les gens vont se sentir le lendemain après un sommeil perturbé. Ce que l'on sait, c'est que si jamais il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, c'est-à-dire des difficultés de respiration la nuit, ils vont avoir des céphalées le lendemain, des maux de tête et des problèmes de concentration et de mémoire. Euh, les boissons que la personne qui a posé la question a mentionnées, c'est très bien, mais ce n'est jamais assez, ce n'est pas suffisant. Ce que je conseille, c'est donc, éliminer la présence d'un problème psychique qui pourrait être pris pour une migraine.
Et de deux, si jamais c'est vraiment une migraine, il faut la traiter en tant que migraine et comme ça, l'appétit s'améliorera parce que quand on a trop mal à la tête, on va avoir vraiment des difficultés à accepter n'importe quel aliment. Et ça, c'est pas vraiment un problème qui va se résoudre par la sélection des aliments, mais par le traitement de la douleur en soi. Merci beaucoup.